Bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la série numéro 1. Alors, tout d'abord, l'exercice 6. Alors, si vous lisez l'exercice 6, vous allez vous apercevoir que c'est à peu près la même chose que pour l'exercice 5. Sauf que dans l'exercice 5, on avait utilisé une anode en cuivre, et là, on va utiliser une anode en molybdène. Et on nous demande de calculer la longueur d'onde K alpha. On nous donne les énergies des K alpha des différents éléments et surtout lambda K et lambda L de différents éléments. Et on nous demande, il y a deux cases qui manquent, c'est lambda K alpha 1 et K alpha 2 du molybdène. Donc on nous demande de les calculer. On a déjà vu comment on fait. Deuxième question. On désire éliminer presque totalement l'arrêt K-bêta, c'est-à-dire on veut un rayonnement monochromatique, et donc on va utiliser un filtre. On nous demande en petit a quelle relation doit avoir le filtre par rapport à la note. On a déjà vu ça également. Et en petit b, quel filtre on doit choisir parmi les éléments de ce tableau et qui peuvent jouer le rôle de filtre pour bloquer la radiation K-bêta. Et on nous donne l'énergie du niveau K, du niveau L et du niveau M pour le molybdène. Bon, c'est des calculs donc, semblables à ce qu'on a vu, donc on ne va pas faire cet exercice, mais je vous donne quand même les résultats. Donc, pour la lambda K alpha, pour la relation du filtre, etc., etc. Et nous allons attaquer donc l'exercice suivant qui est l'exercice 7. Alors dans cet exercice 7, on nous demande quelles sont les conditions de diffraction d'un métal qui cristallise dans le système cubique avec un mode de réseau P, un autre métal imprime dans un autre mode de réseau I et un autre métal dans un mode de réseau cubique à face centrée. Alors commençons par le métal M qui cristallise dans le système cubique avec un mode primitif P. Et on voit que l'expression du facteur de structure, on l'a déjà vu, donc F de HK égale la somme sur tous les atomes de Fj exponentielle de 2pi Hxj KYJ plus ZJ, ZJL, eh bien, où Fj est le facteur de diffusion de l'atome J qui se trouve dans la position XJ, YZ, ZJ. Et on fait la sommation sur tous les atomes. Cette expression peut s'écrire également en notation complexe, pareil, mais avec des sinus et des cosinus. Alors si on aborde le premier cas donc d'un métal M de symétrie cubique, mode de réseau primitif P, on sait que dans le mode de réseau primitif, les atomes se trouvent au sommet de la maille. C'est-à-dire on a un seul type d'atome avec des coordonnées réduites 0, 0, 0. Et le nombre de motifs Z est de 1 atome par maille. Par conséquent, donc, dans l'expression du facteur de structure, comme il n'y a qu'un seul atome, il n'y aura qu'un seul terme. Et ça va être donc F de M exponentielle de 2pi H fois 0, K fois 0, plus L fois 0. C'est-à-dire égal à Fm. Même chose, donc si on remplace par les sinus et cosinus, donc on retrouve que le facteur de structure, donc pour un cubique de mode P, le facteur de structure est égal à Fm, c'est-à-dire est égal au facteur de diffusion de ce métal. Et ce facteur de diffusion du métal est différent de 0, quel que soit HKL, quel que soit le plan HKL, donc indépendamment du plan HKL. Et donc, par conséquent, l'intensité I, dans le cas d'un plan HKL, l'intensité diffractée par un plan HKL est différente des 0, quel que soit le plan HKL. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des extinctions systématiques que l'on va retrouver à chaque fois que ce sera un mode P. Donc à chaque fois qu'on aura un mode de réseau P, eh bien F de HKL ne s'annule jamais, quel que soit HKL. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'extinction systématique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de plan qui diffracte avec une intensité nulle. Tous les plans sont des plans qui peuvent diffracter. Et on a par exemple donc, le plan 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0. Tous ces plans peuvent diffracter. Alors comment classer ces plans? Eh bien c'est simple. Nous avons la relation entre
et D de HKL. Donc A égale D de HKL facteur de racine de H2 plus K2 plus L2. Comme A est constante, si D diminue, HK, racine de H2 plus K2 plus L2 doit augmenter. Et donc si D diminue, sinus θ augmente. Et comme généralement, lorsqu'on fait une étude des rayons X, le spectre de rayons X donc, va des petits θ vers les grands θ, c'est par θ croissant, donc il va par D décroissant. C'est pour ça qu'on a placé donc les H2 plus K2 plus L2 par ordre croissant qui correspondent à la suite que l'on va trouver sur un spectre de diffraction des rayons X. Donc là, on a la somme H2 plus K2 plus L2 égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, etc. D'accord ? Mais ici, si vous avez remarqué, je n'ai placé que le plan 1, 0, 0. Et nous savons tous, on l'a déjà dit plusieurs fois, que ce plan est équivalent au plan 0, 1, 0, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0 et 0, 0, moins 1. C'est-à-dire que ce plan a une multiplicité de 6. Mais on représente un seul plan de la famille. Tout en sachant que ça va être, donc les 6 plans vont diffracter dans la même direction. C'est-à-dire que l'intensité que l'on va récolter est en fait l'intensité diffractée par les 6 plans. Donc voilà, donc à chaque fois qu'on aura un mode P, donc on aura donc cette succession de plans HKL avec cette succession de la somme H2 plus K2 plus L2. Si maintenant on passe au cas d'un métal M', donc de système cubique et dans un mode centré I, ben ceci nous l'avons déjà traité à la fin du chapitre 4, à la fin du chapitre 3. Et bien en résumé, nous avons vu que lorsque la somme H plus K plus L est paire, il y a diffraction, c'est-à-dire il y a une raie et l'intensité est différente de 0, et lorsque la somme H plus K plus L égale à 2M plus 1, c'est-à-dire impair, ben, il y a extinction et l'intensité est nulle. Donc, et ceci systématiquement, quel que soit le composé qui cristallise dans le mode I. À chaque fois qu'on aura un mode I, on aura ces deux conditions. Et ce qui nous donne là encore, les plans qui vont diffracter, ce sont les plans qui vérifient cette relation, H plus K plus L égale 2N, donc c'est le plan 1, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 1, etc., etc. Et pareil, la somme H2 plus K2 plus L2, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Là encore, nous n'avons signalé, nous n'avons qu'un seul plan de la famille, sachant que ce plan 1, 0, ou plutôt par exemple le plus simple, ce plan 2, 0, 0, il est équivalent à 0, 2, 0, 0, 0, 2, moins 2, 0, 0, 0, moins 2, 0 et 0, 0, moins 2, c'est-à-dire lui aussi il a une multiplicité de 6. Mais on représente uniquement un seul représentant de cette famille. Passons maintenant au cas d'un système cubique, d'un composé qui cristallise d'un métal M seconde de symétrie cubique, mais dans un mode de réseau cubique à face centrée F. Donc les coordonnées réduites d'un composé donc, en cubique à face centrée, ce sont 0, 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi et 1 demi, 1 demi, 0. C'est-à-dire avec un nombre de motifs par maille de 4 atomes par maille. On a 4 positions atomiques et donc 4 atomes par maille, ce qui nous donnera dans le facteur de structure donc 4 termes. Un premier terme qui correspond à l'atome en 0, 0, 0, un deuxième terme qui correspond à l'atome en 0, 1 demi, 1 demi, le troisième à l'atome 1 demi, 0, 1 demi, et le quatrième à l'atome en 1 demi, 0. Et en simplifiant par 2 et en prenant exponentielle de 0 égale à 1, ben on trouve que f de HK est égal à f de m seconde, donc facteur de diffusion du métal m seconde, facteur de 1 plus exponentielle de pi k plus L, plus exponentielle de pi h plus L, plus exponentielle de pi h plus k. Et en passant à la notation complexe, donc en sinus et cosinus, ça nous donne la même chose, mais cette fois-ci avec les cosinus. Le terme en sinus s'annule parce que sinus de npi, quel que soit n, si n est entier, eh bien sinus de npi égale à 0. Et on a donc cette expression f de HKL égale à fm seconde, facteur de 1
plus cosinus de pi fois k plus l, plus cosinus de pi fois h plus l, plus cosinus de pi fois h plus k. Là encore, si on cherche les conditions pour lesquelles f de HKL est différent de 0 ou f de HKL est égal à 0, on trouve que lorsque HK et L sont de même parité, c'est-à-dire ils sont tous pairs ou tous impairs, donc même parité, tous pairs ou tous impairs, eh bien f de HKL est égal à 4 fm secondes, c'est-à-dire un terme différent de 0. Il y a alors diffraction, donc on a une raie, et c'est un plomb qui diffracte. Mais par contre, lorsque HK et L sont de parité différente, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous pairs ou ne sont pas tous impairs, donc l'un est pair et deux sont impairs, ou l'inverse, deux sont pairs et un est impair, eh bien, on a f de HK est égal à 0. Et vous pouvez vous amuser à remplacer ici par des nombres pairs et impairs pour voir pour retrouver ces égalités. À ce moment-là, lorsque f de HK est égal à 0, donc il y a extinction systématique. Et donc, là encore, pour le mode F, à chaque fois qu'on aura cette condition, HKL de même parité, eh bien, on aura un plan qui diffracte. Et ces plans, ce sont 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 0, etc. Avec, donc, bien entendu, une somme H2 plus K2 plus L2 est égale à 3, 4, 8, 11, etc. Alors, en résumé, les conditions de diffraction pour les trois modes de réseau. Donc, pour un mode P, donc il n'y a pas de condition. Enfin, tous les plans peuvent diffracter, quel que soit HKL, tous les plans vont diffracter. Pour un mode I, nous avons diffraction si la somme H plus K plus L égale à 2N. Et pour un mode F, nous avons diffraction si la somme si HK et L sont de même parité, tous pairs ou tous impairs. Sinon, il y a extinction. Et on dit que ce sont des extinctions systématiques, c'est-à-dire c'est des extinctions que l'on va retrouver à chaque fois qu'on va rencontrer un mode P, un mode I ou un mode F, donc systématiquement. Si je résume ça sur un tableau, donc je vois que pour le mode P, donc j'ai donc la succession de plans avec la succession de H2 plus K2 plus L2. Même chose pour le mode I et le mode F. On voit déjà que le premier plan qui diffracte dans le cas d'un mode primitif, d'un mode P, c'est le plan 1, 0, 0. Alors que dans le cas d'un mode I, c'est le premier plan, c'est le plan 1, 1, 0. Et pour le mode F, c'est le plan 1, 1, 1. D'ailleurs, le plan 1, 1, c'est le troisième plan dans le cas du primitif. Donc, le premier plan qui diffracte n'est pas du tout le même selon que c'est le mode P, I ou F. Alors, comment faire donc si on veut distinguer ces trois modes, si on a un composé ou un spectre et on veut distinguer ces trois modes, eh bien, c'est très simple. Nous avons la relation A en fonction de D de HKL, c'est-à-dire que pour un plan HKL, on a D de HKL est égal à A sur racine de H2 plus K2 plus L2. Donc pour le premier plan qui diffracte, qu'on appellera D1, parce que c'est le premier, on aura A sur racine de H1 carré plus K1 carré plus L1 carré. Pour le deuxième plan, ça va être D2, etc. Pour le ième plan, ça sera DI. Et DI égale à A sur racine de HI carré plus KI carré plus LI carré. Si nous faisons le rapport D1 sur DI, eh bien ce rapport nous donne racine de HI carré plus KI carré plus LI carré sur racine de H1 carré plus K1 carré plus L1 carré. Et on voit bien que, comme le premier plan, on vient de le voir, donc pour un mode P, I ou F n'est pas le même, eh bien, lorsqu'on va faire le rapport D1 sur DI, eh bien, selon que c'est un mode P, un mode I ou un mode F, on va trouver des valeurs qui sont différentes et que j'ai rassemblées donc, dans ce tableau. Donc là, j'ai mis, j'ai calculé les valeurs, donc c'est 1, 1, 414, etc. Mais en fait, ce ne sont rien d'autre que 1 racine de 2 racine de 3, parce que c'est racine de HI carré plus KI carré plus LI carré sur racine. Donc c'est un rapport de racine qui nous donne racine de 2 sur racine de 1, racine de 3 sur racine de 1, racine de 4 sur racine de 1, etc. Donc jusqu'à racine de 6, racine de 8. Dans le cas du mode I, c'est
Racine de 4 sur racine de 2, c'est racine de 2. Racine de 6 sur racine de 2, c'est racine de 3. Racine de 8 sur racine de 2, c'est racine de 4, etc. Donc racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5, racine de 6 et racine de 7. Dans le cas du cubique mode F, eh ben, on aura donc D1 sur D2, c'est racine de 4 sur racine de 3. D1 D3 sur D1, enfin D1 sur D3, c'est racine de 8 tiers, D1 sur D4, c'est racine de 1 tiers, etc., etc. Et on voit bien déjà, on peut comparer donc pour les trois modes, ces rapports D1 sur DI pour les trois modes. Pour le mode F, donc je reviens sur ce tableau-là, donc pour le mode F, déjà à partir du deuxième rapport, donc D1 sur D2, on trouve une valeur de 1,15. Différente. D'ailleurs, on trouve cette valeur, on la trouve nulle part pour le mode I ou le mode F. Donc, déjà, si on a deux raies qui appartiennent à un mode F, on peut distinguer, on peut trouver le mode F. Par contre, pour le mode P et I, eh bien, on a 1 racine de 2 racines. La différence se situe au niveau de la septième raie. Pour le mode P, on a racine de 8. Et pour le mode I, on a racine de 7. Donc, il faut arriver jusqu'à la septième raie pour distinguer, différencier un mode P d'un mode I. Et ça, bien entendu, on va le voir en TD avec plus de détails. Mais sachez donc, et ça, ceci, il faut le retenir, que ce soit les conditions d'extinction ou la manière dont on peut remplir ce tableau, comment on le remplit, et surtout rappelez-vous de ces rapports, 1 racine de 2, racine de 3, racine de 6, racine de 8, 1 racine de 2, racine de 6, racine de pardon, c'est ça, racine de 6, racine de 7, et là, 1 racine de 4 tiers, racine de 8 tiers, racine de 11 tiers, etc. Donc ça, il faut vous rappeler de ces valeurs. Ça vous fera gagner énormément de temps lorsque vous faites les exercices. Alors, nous pouvons donc, à partir des rapports D1 sur DI, déterminer le mode de réseau. Donc, il suffit de comparer. Donc, je prends un spectre comme celui-ci, par exemple. Je mesure les θ, je calcule les D, et je fais les rapports D1 sur DI. Et je peux déterminer le mode de réseau. Je cherche à quoi il ressemble. Est-ce que c'est la même succession que pour le mode P, ou la même que pour le mode I, ou la même que pour le mode F. Et une fois que j'ai trouvé ces valeurs, ben je peux donc savoir quels sont les HKL, quels sont les plans qui diffractent. C'est-à-dire en mesurant l'angle de diffraction θ sur un spectre de rayons X et en calculant des HKL puis les rapports D1 sur DI, on peut connaître le mode de réseau du composé cubique et donc les indices du millaire des plans correspondants. C'est ce qu'on appelle l'indexation du spectre, c'est-à-dire on a attribué à chaque raie, à chaque pic, les indices de millaire du plan correspondant. Là, c'est le plan 1, là, c'est le plan 2, 0, 0 qui diffracte, etc. Et là, c'est le spectre de NaCl, cubique à face centrée, puisque la première raie, c'est la raie 1, 1, 1, donc caractéristique d'un mode de réseau F. Alors, des fois, on n'a pas un corps pur, mais on a un mélange. Et le spectre de diffraction d'un mélange de phases, donc un mélange de composés, c'est la superposition des spectres individuels de chaque phase. C'est-à-dire, si j'ai un mélange NaCl plus ZNO par exemple, NaCl a un spectre qui lui est propre, individuel, ZNO a un spectre qui est individuel, et donc on va avoir donc le mélange, le spectre, qui est la superposition des deux. Les angles θ vont rester les mêmes que sur les spectres individuels, ils ne changent pas parce qu'ils dépendent de D de HKL et D de HKL dépend de A qui est constant. Donc les angles ne changent pas, ce sont les mêmes que sur les spectres individuels, mais par contre l'intensité est différente. Pourquoi elle est différente? Eh bien tout simplement parce que l'intensité, on l'a vu, dépend de oméga qui est le volume de l'échantillon. C'est-à-dire que si j'ai un mélange, si je mets 90% de NaCl et 10% de ZNO, c'est sûr que les raies de ZNO, je vais les voir en tout petit en intensité parce qu'il n'y a pas une quantité suffisante, parce que le oméga est petit. Donc, il faut faire attention à ça également.
Et donc là, j'ai un spectre d'un mélange de gypse qui contient des impuretés de carbonate de calcium. Donc les rayons bleus, c'est du gypse. Et les petites raies en vert, ces épaulements-là, la raie la plus intense, c'est celle-ci, et bien c'est le carbonate de calcium. Donc c'est majoritairement c'est du gypse, mais avec comme impureté du carbonate de calcium. Et donc on peut le trouver donc, facilement. Et si les deux composés donc, sont cubiques, eh bien nous avons D1 maintenant du mélange, ben, D1 appartient au gypse. D2 appartient au gypse, D3 appartient au gypse, D4 appartient au calcium, au carbonate de calcium. C'est-à-dire si je fais D1 sur D4, eh bien je ne vais pas trouver une valeur comme celle qu'on a dans les tableaux. Même chose, donc D5, D6, D7, D8, D9, D1 sur D9, ben, je tombe sur celle-là, ben, ça ne donnera rien du tout parce que D1 appartient au gypse et D9 appartient au carbonate de calcium. Donc ça nous permet donc de voir, donc en faisant les rapports D1 sur DI, si ce sont des phases cubiques, ben, on peut isoler donc les deux spectres de chacun des composés, rien qu'en faisant les rapports D1 sur DI. Ceux qui correspondent, donc ils appartiennent à la première phase, qui est la première raie, et les restes, ben, on leur fait donc, un D1 sur DI, et on va trouver quel est le mode de réseau. Et ça aussi, on va le faire, Inch'Allah, en TP, Inch'Allah. Voilà, je vous remercie de votre attention.